Le consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Mr. Tiki. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sort d'où ce nom, Lorelai? Oh, toi, guerrier au petit papier, j'ai une nouvelle pépite pour toi. Après t'avoir appris que les lois doivent être promulguées par le roi, selon l'article 1 du Code civil, et sa version intouchable du 15 mars 1803, après t'avoir apporté les 12 preuves qu'il n'y a plus rien de légal en république régicidiaire, après t'avoir appris que le Code général des impôts est complètement illégal, après t'avoir appris que l'ATD est illégal et t'avoir donné l'avis de la Cour de cassation qui va en ce sens pour te débarrasser des avis à tiers détenteurs, après t'avoir appris que le décret sur la sortie du confinement de Macron est illégal, j'ai le plaisir de t'annoncer une pépite dans la catégorie tout est fake est illégal. Une bombe qui, je l'espère, te servira dans tes guerres des petits papiers. Une arme, un Uzi, une calache. Alors assis-toi bien, respire, écoute-moi bien. Le statut de l'huissier de justice est complètement illégal. Je te la refais. Le statut de l'huissier de justice est complètement illégal. Tu as bien entendu? Et pour nous aider à bien comprendre, j'ai avec moi mon ami qui a bien voulu dégager quelques heures de son agenda surchargé pour venir à ma maison enregistrer cette émission afin de t'offrir cet exclu, ce scoop que nul avant nous a mis sur la place publique. Faut que tu saches que nous sommes sur du high level parce que c'est pas n'importe qui mon avocat. Ouais. Philippe Fortabat l'a battu, fils de magistrat, titulaire d'un doctorat en droit, d'un doctorat ES lettres et d'une licence d'anglais. Il est diplômé de l'université anglaise de Cambridge et de l'université espagnole de Salamanca. Il a mis les mains dans le cambouis. C'est un ancien élève de l'École nationale des brigades des douanes. Il a exercé dans la branche de la surveillance pendant plus de 10 années, puis a été auditeur à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Après avoir suivi l'enseignement de l'école française du barreau de Paris, ex-CFPP, et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, il s'est inscrit au barreau de Paris, où il exerce comme avocat depuis 1993. Depuis 2004, il est avocat en Espagne, à Saint-Sébastien, Pays Basque, mais également il est avocat à Pamplona, Pampelune, en Navarre espagnole depuis 2011. Obligated, obligé, tu as déjà dû entendre parler d'au moins un de ces dossiers hyper sensibles et médiatiques, comme la défense de Jacques Médecin qui a fui en Amérique latine, ou alors la défense de l'empereur de Centrafrique, Jean Bedel Bokassa, ou alors la famille du président du Zaïre, la République démocratique du Congo, Joseph Mobutu. Mais encore la défense des victimes des écoutes téléphoniques de l'Élysée sous le président Mitterrand. Il a fait aussi la défense des membres du gouvernement provisoire de la monarchie dissous par décision de justice. En 2013, il défend le blogueur Benoît Ilassa contre le président en exercice du Bénin, Boni Yayi. En 2014, il a défendu 2 députés français, Jean Lassalle et Philippe Folliot. Bon, je t'ai pas tout cité, mais c'est pour que tu vois un petit peu le level. Philippe, je suis très heureuse de pouvoir t'accueillir à ma maison. Dis-nous tout sur le statut illégal de l'huissier de justice. C'est une petite bombinette, c'est une bombe nucléaire, enfin je sais pas. C'est quand même quelque chose d'important dont nous allons parler aujourd'hui. Tout le monde connaît les juges, les policiers, les procureurs. On connaît aussi les huissiers de justice qui ont un rôle extrêmement important pour l'exécution des jugements. Et on apprend maintenant, document à l'appui, que ce statut n'est pas légal. Alors, le statut actuel des huissiers de justice résulte d'une ordonnance, qui est un texte de droit. Mais voyons ce que c'est que cette ordonnance.
C'est une ordonnance qui a été faite le 2 novembre 1945. Alors vous pouvez aller sur Légifrance pour consulter le texte et vous verrez que c'est exactement ce que je vous dis. Ce statut, eh bien, il est très ancien, même s'il a été modifié par des textes. C'est une ordonnance donc, l'ordonnance du gouvernement provisoire de la République française, numéro 45 2592, qui a été faite en étant marquée comme relative au statut des huissiers. Alors, je le disais, vous allez sur https, Légifrance, etc., où vous verrez ce qu'on appelle la version consolidée, qui est applicable au 25 mai 2019, par exemple, d'après les textes que j'ai sous les yeux. Alors, il y a un article 1 qui a été modifié par une ordonnance, mais bon, ça n'empêche pas que l'ordonnance elle-même, c'est l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 45, donc c'est ça qui est la base. Alors, elle nous dit, cette ordonnance, qu'est-ce que c'est qu'un huissier ? Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seule qualité pour signifier les actes et les exploits, c'est le terme, faire les notifications prescrites par les lois et les règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Bon. Ils peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance. Enfin voilà, je ne vais pas vous bassiner parce que vous allez pouvoir voir cela sur le texte qui va défiler sur l'écran. Je voudrais vous dire le contexte. Pourquoi peut-on se permettre, sans être un ignare et inculte, de dire que le statut des huissiers de justice est illégal ? Il faut le démontrer. L'illégalité, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la loi. La loi nous dit qu'un texte est applicable quand il est fait par l'autorité légitime, quand il est publié au journal officiel, mais cela se fait à des conditions. Je prends un exemple. Il y a une vieille loi du 12 Vendémiaire en 4 de la République qu'on a voulu dire qui était abrogée, mais l'abrogation qui en a été faite n'est elle-même pas légale. Et ce texte du 12 Vendémiaire en 4 de la République nous dit que pour que le journal officiel, on puisse constater son arrivée dans une préfecture, sous-préfecture, eh bien, il faut évidemment qu'il y ait un registre spécial, coté, numéroté, et qui donne toute certitude du jour d'arrivée. Pourquoi ? Parce que on vous dit, sur le plan juridique, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il qu'on mette la loi à notre disposition. Et pour cela, le système a été mis en place qu'il y avait dans chaque préfecture, dans sous-préfecture, un endroit où on pouvait consulter le journal officiel qui arrivait des imprimeries, en général de Paris. Alors on nous dit que pour un texte, alors une ordonnance, puisqu'on parle ici du statut des huissiers, on nous dit qu'une loi, quelque chose est applicable à partir du moment où c'est publié au journal officiel, mais c'est oublié qu'il y a un certain jacobinisme, c'est une tendance à la révolution, c'est pas le sujet du jour, on pourrait le faire un jour, qui veut que tout se passe à Paris. On le voit avec l'histoire du Covid, c'est-à-dire qu'à Paris, il y a un conseil scientifique, mais les gens de Marseille disent, attendez, nous aussi, on va créer un conseil scientifique. Donc je veux dire par là, il n'y a pas que Paris qui compte. Et donc, la loi, les textes de base nous disent que le journal officiel, un Parisien peut le consulter tout de suite, puisque c'est à Paris que ça sort de la presse, il est consultable tout de suite, mais en province, il faut forcément, si vous êtes à Montpellier ou à Rennes, que vous puissiez voir le journal officiel qui vient de sortir. Mais il y a un certain temps de transport. Donc, la loi et la Cour de cassation a décidé que la publication du journal officiel, attention, il ne faut pas qu'on vous trompe là-dessus, c'est pas, ah ben si, regardez, le journal officiel, il a été publié le 23 février 1982. Bah oui, mais ça suffit pas. C'est pas une publication si je suis en province. Et je vais vous donner un scoop. J'ai en main un document qui va paraître sur l'écran, où l'on voit qu'une sous-préfecture nous dit qu'ils ne sont pas capables à la préfecture de dire le jour où le journal officiel est arrivé. À partir du moment où le journal officiel, on ne sait pas quand il est arrivé, et là nous avons le document de la sous-préfecture de Bayonne avec le service du courrier de Madame Labasse qui donne son nom et qui le signe et que vous voyez sur l'écran, nous voyons donc qu'on ne peut pas dire le J+1 puisqu'on ne sait pas J le jour où le journal officiel est arrivé. Alors par exemple là sur le statut des huissiers, même s'il a été fait, voté et il a été promulgué, de toute façon il faut démontrer qu'il est arrivé à un jour précis et qu'il est applicable le lendemain de son arrivée. Et là, il est non seulement, on va nous dire nul n'est censé ignorer la loi, mais justement, nous n'ignorons pas la loi et on n'a pas il faudrait qu'on nous démontre
qu'il est arrivé à un jour précis et qu'il est applicable, que le texte qui est dedans est applicable le lendemain. Mais en fait, c'est nous qui, avec ce document capital, qui démontrons qu'on ne sait pas quand il est arrivé. Donc le point de départ n'a pas commencé à partir. Je vais prendre une comparaison militaire. On va lancer une bombe atomique, quelque part. La fusée va mettre, 4 secondes pour arriver et détruire une grande métropole de notre pays ennemi. Mais si il y a un loupé dans le départ de la bombe atomique, elle ne peut pas partir. Donc c'est pas 4 secondes après que ça va être détruit, puisqu'elle n'est pas partie. Donc, le fait que le journal officiel, on puisse démontrer, nous, documents à l'appui, que vous voyez devant vos yeux, on ne puisse pas savoir quand il est arrivé, ça veut dire qu'on n'a aucune certitude du jour où il est applicable. Alors, il y a une petite nuance, et on va y revenir, on va aller sur le truc beaucoup plus profond sur le statut des huissiers. Mais là, c'est pour vous dire que, quand on vous dit le texte a été voté, ça a été publié au journal officiel, prudence, regardons, examinons. Et là, en ce qui concerne le statut des huissiers, ça ne suffit pas qu'il ait été publié. Il faut qu'il ait été promulgué. Et c'est là que ça devient extrêmement délicat. Alors, on pourrait penser que c'est un discours anarchique, c'est pas du tout un discours anarchique, c'est un discours juridique. D'ailleurs, les Romains s'y trompaient pas, ils disaient « dura lex, sed lex ». Dura lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Or, dans le système juridique français, pour que la loi soit applicable, il faut que ce soit l'autorité légitime qu'il y ait, alors on sait qu'il y a la séparation des pouvoirs, le Parlement qui vote les lois, et il y a la promulgation. Après, il y a la publication. Mais le problème fondamental pour le statut des huissiers, c'est son défaut de promulgation. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Écoutez jusqu'à la suite ce que je vais vous dire. Nous avons la preuve sur Légifrance que le statut des huissiers vient d'une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française du 2 novembre 1945. Oui, et alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est le problème ? Le problème, c'est l'ordonnance. D'accord, mais l'ordonnance de quoi ? Du régime de Paris. Alors on parle en ce moment du régime de Damas, du régime de Téhéran, du régime je sais pas quoi, etc. Mais les professeurs de droit nous disent qu'en 1945, le fameux gouvernement provisoire est un gouvernement de fait. C'est pourquoi, même si c'est terrible ce que je vous dis, dura lex, sed lex, la vérité, c'est que le gouvernement provisoire de la République française, le 2 novembre 1945, n'était qu'une autorité qui n'était pas une autorité juridique. Le professeur Boulouis le dit. Le professeur Pacté le dit. J'ai bu ces textes de droit comme du lait. Et à partir de ce moment-là, entre un texte de droit et un gouvernement de fait, si le gouvernement de fait fait des actes, ils sont nuls. Alors, je ne veux pas rentrer dans la politique internationale, mais on voit par exemple que, au-delà de qui a tort ou qui a raison, en ce qui concerne la Biélorussie, on vous dit, les élections, un tel a été élu, il y a une majorité, mais il n'est pas reconnu par les autres États. Ensuite, on vous dit, il y a eu un vote en Catalogne, mais ce vote n'est pas reconnu par l'État espagnol. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des apparences de légalité qu'il y a la légalité. Alors, où l'on veut un régime de droit, où on considère que ce qui est juste doit être fort, mais il faut pour ça que ce qui est fort soit juste, et si ce n'est pas juste parce que ce n'est pas conforme aux lois, c'est injuste et c'est illégal. Alors ça peut paraître un discours anarchiste, mais analysons maintenant plus concrètement, descendons avec le rafale sur ce texte, cette ordonnance du 2 novembre 1945. Pourquoi les professeurs de droit, et pas qu'un seul, dans les traités de droit, nous disent c'est un gouvernement de fait avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans des livres universitaires où les gens sont formés au droit, on nous dit que c'est un gouvernement de fait. Eh bien, effectivement, qu'est-ce que le gouvernement provisoire de 1945 qui prétend promulguer le statut des huissiers par ordonnance le 2 novembre ? Eh bien, on est dans une période assez complexe, mais on est juridiquement, si on regarde les textes, sous la Troisième République, puisque la République n'a pas été abolie à la suite de l'invasion allemande, et le président de la République, de la Troisième République, qui vient des lois constitutionnelles de 1875, ce président de la République, il a un nom, on le connaît, il s'appelle Albert Lebrun. C'est pas la couleur de ses cheveux, c'est son nom, Albert Lebrun. Et je l'ai dit dans une précédente émission, Arnaud Montebourg, dans un livre qu'il a fait sur Jean Monnet,
nous dit effectivement qu'il y a un débat et il rappelle que c'est de la loi Kemmener, sous la Troisième République, l'autorité légale, qui disait à l'époque que s'il y avait un vide au niveau de l'État, et là évidemment il y a eu un problème à cause de l'invasion allemande, mais dans ce cas-là, ce sont les conseils généraux, enfin les conseils départementaux maintenant, qui doivent se réunir pour élire le président ou pour voir quelles sont les constitutions, etc. Mais entre la loi Kemmener, avec une Troisième République toujours en exercice, et un président, Albert Lebrun, toujours vivant, et un gouvernement de fait qui s'appelle gouvernement provisoire de la République française, qui est que le nom nouveau que un individu qui s'appelle Charles de Gaulle a donné à un comité qu'il avait créé. Charles de Gaulle avait créé. Il ne s'agit pas pour moi de faire un discours anti-gaulliste, je fais un discours juridique. Un certain Charles de Gaulle a créé un comité français de libération nationale. Bon, les gens de Savoie actuellement, qui considèrent que la Savoie est indépendante, puisqu'il y a eu des problèmes après l'annexion, et en particulier après la guerre, les gens de Savoie peuvent dire, pour nous c'est pareil, on a un gouvernement qui nous annexe, et ce n'est pas conforme à la légalité. Bon. Parce que c'est un gouvernement qui a pris des mesures en force. Mais en ce qui concerne le gouvernement provisoire de la République française, il y a une analogie. Les Savoyards, d'ailleurs, ils ont créé un Conseil national de Savoie. Donc, des particuliers ont créé un Conseil national de Savoie. Je ne me prononce pas sur la légalité ou pas. Mais je veux dire par là, Charles de Gaulle, à l'étranger, et non pas, pas en métropole, a créé un comité français de libération nationale. Les Savoyards font la même chose actuellement de certaines façons. Donc, entre un gouvernement provisoire autocréé, défini par des professeurs de droit à l'université comme un gouvernement de fait, et la loi Kemmener, les institutions de la Troisième République, des lois constitutionnelles de 1875, et un président de la République qui est toujours vivant, qui s'appelle Albert Lebrun, il est sûr que le droit ne penche pas du côté du Comité français de libération nationale autoproclamé, comme le disent les professeurs de droit, qui n'est absolument pas démocratique. Il n'y a pas eu autre chose dans ce CFLN que Charles de Gaulle qui l'a créé et qui ensuite a changé le nom gouvernement provisoire de la République française. Donc en fait, ce gouvernement provisoire de la République française ex-comité, donc ce comité autoproclamé, prétend avoir la possibilité de promulguer une ordonnance sur le statut des huissiers de justice le 2 novembre 1945. Mais je crois que tout est dit là sur le plan juridique. Un élève de 12 ans comprendrait, pour que la loi, comme nous dit l'article 1er du Code civil, soit applicable, eh bien il faut que la loi soit promulguée et publiée. Non seulement la loi n'est pas publiée dans les formes légales dans divers départements, puisque le journal n'est pas arrivé et on ne sait pas quand il est arrivé, mais en plus, cette ordonnance n'est pas promulguée. Alors on va nous dire, oui, mais le statut des huissiers a été voté par le Parlement. Et ensuite, Charles de Gaulle, en tant que président du gouvernement provisoire de la République française, Charles de Gaulle, l'a promulgué. Mais quel droit avait-il à promulguer ce président de comité? Pour y avoir un comité de fait, je ne voudrais pas qu'on considère que c'est insultant ce que je dis, mais on est là sur des choses graves. On est là sur la légalité. Donc, le président du comité des fêtes de libération nationale, M. Charlot, pardon, je veux dire, vous savez, les fous du roi, ils disaient la vérité en faisant rire les gens. Donc je voudrais quand même montrer l'importance de ces concepts. Au départ, ça surprend, on dit mais il se moque, il dit n'importe quoi. Mais quand on réfléchit sereinement et si on est honnête, on voit que ce comité de fête ou comité des fêtes, créer un statut des huissiers. Mais alors moi aussi, je vais créer un comité et qui va faire ceci, cela, et qui s'est autoproclamé. Où sont les autorités, je me répète un petit peu, où sont les autorités qui, par vote, ont permis la création de ce comité français de libération nationale, alors que, au-delà du problème de l'État français qui n'a pas aboli la République, la Troisième République, on a un gouvernement, on pourrait dire un exil, avec le exil qui peut être en France aussi, je veux dire par là, avec Albert Lebrun, le président, et puis il y avait des parlementaires qui avaient été élus, etc., etc. Et il y a cette loi Kemmener. Entre cette loi Kemmener et ce comité de fait défini comme antidémocratique autoproclamé, je crois qu'il suffit d'ouvrir les textes et regarder les Légifrance et regarder l'histoire pour se rendre compte que ça donne un statut des huissiers promulgué soi-disant par un certain Charles de Gaulle qui se dit président d'un gouvernement provisoire pour se rendre compte que ce n'est pas conforme à la loi.
Alors, maintenant, quelles sont les conséquences ? Les conséquences, elles sont gravissimes. J'en ai parlé dans une autre émission. Il y a un professeur de droit qui s'appelle le professeur agrégé Vidal, qui, dans une revue juridique qui s'appelle le Dalloz, disait en juin-juillet 1993 « De loin en loin, l'onde de choc ébranle l'édifice juridique tout entier ». Et il continue, mais je n'ai pas les mots exacts parce que je ne parle pas avec les textes sous les yeux. Il dit, mais c'est pas en le couvrant d'un manteau de Noé, en niant les choses, qu'on va arriver à enlever ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une chose. Mais enfin, tout le temps, on nous rabat les oreilles avec « nul n'est censé ignorer la loi ». Nous la connaissons, la loi. Alors, je ne voudrais pas donner de mauvaises idées et que ça se passe mal quand un huissier, un monsieur qui se présente comme huissier, frappe à votre porte. Mais je veux dire par là, la conversation peut s'engager très poliment. Je veux dire par là, il ne faut pas que la discussion soit agressive. Huissier, foutez le camp, barrez-vous, t'es personne d'autre. Alors, t'es pas un huissier. Une question en fait. Lorsqu'ils viennent taper à ta porte, est-ce qu'on peut leur sortir « Votre statut est complètement illégal » ? Oui, c'est ça que je voulais dire, mais ça, il faut le dire avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de douceur, parce que l'huissier est souvent accompagné par la force publique. Mais il va te rétorquer « J'ai toute la légalité pour exercer ». Ah mais alors, dites-moi, mon cher maître, non, il faut être poli. Vous savez, au XVIIe siècle, au XVIIIe, les gens, ils s'embrochaient en disant « Je vous en prie, monsieur les Anglais, où ils tirez les premiers, machin, etc. » C'est un peu comme dans le judo, le karaté. On tape, mais après, on va porter des fleurs à l'adversaire quand il est par terre ou quand il est à l'hôpital. Ça n'empêche pas la courtoisie. Non mais Philippe, aujourd'hui, la violence, c'est direct. La violence, la violence, la violence, la violence. That is another question. Ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas qu'à la suite de cette démonstration de l'illégalité du statut des huissiers, je ne vais pas me faire des amis, c'est sûr, mais je suis là pour dire le droit, je ne voudrais pas que, dès qu'un huissier arrive avec un policier, vous n'avez aucun statut, vous êtes en force, c'est pas légal, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? La force publique qui, théoriquement, est accordée dans ces cas-là par le tribunal, pour aider l'huissier, ça peut mal se passer. Tandis qu'effectivement, comme le dit Lorelai, il y a tout à fait la possibilité de dire gentiment, maître. Excuse-moi Philippe, l'huissier c'est un maître ? Si, il faut une maîtrise de droit pour être huissier, normalement. Oui, je consens pas à les appeler maîtres, c'est suceurs de sang. Je les appelle pas du tout même, tu vois, je les appelle pas. Pardon, si je puis me permettre, ne dévions pas la question, parce que ça, il peut y avoir un débat là-dessus. Moi, je veux donner une réponse juridique, voilà. Et je voudrais, à ce moment-là, qu'il puisse se passer la chose suivante, c'est-à-dire que il y a la force publique qui est là avec un huissier, et une discussion doit s'engager pour lui dire « Montrez-moi vos textes ». Moi, j'ai le cas de gendarmes qui sont arrivés, et j'ai assisté à la chose, pour interdire une messe. Il y a une discussion courtoise qui s'est faite. On voit d'ailleurs les photos du gendarme qui tourne le dos à l'avocat qui dit le droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les gendarmes sont partis parce que la démonstration juridique était claire. De la même façon, une auditrice, une des abonnées de Lorelai, m'a dit que quand elle a été contrôlée à propos du masque, elle a expliqué que les lois n'étaient pas applicables parce qu'elles n'étaient pas promulguées par le roi, comme on l'a développé l'autre jour, et du coup on l'a laissé partir. C'est Audrey, ma petite Audrey. D'ailleurs, on peut retrouver le live qu'on a fait ensemble, les emmerdeuses d'exception. Voilà. Non, alors, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous imaginez bien que l'huissier qui est mandaté, qui est payé pour saisir votre télé à 4 000 € et votre canapé à 10 000 €, c'est pas en lui disant vous êtes illégal qu'il va peut-être renoncer. C'est complexe. Mais qu'est-ce qu'il nous reste comme solution ? Il reste à la solution, vous savez, moi je dis souvent, au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mon cher maître, monsieur, ou tout simplement, je comprends parfaitement que vous avez un document que vous considérez comme vous permettant de considérer que vous pouvez venir me saisir mes meubles et que vous avez une carte que je vous demande gentiment de me montrer dans laquelle il est marqué que vous êtes huissier de justice. Au-delà des apparences, comme
le dit l'ouvrage de Maître Boré, avocat de la Cour de cassation, au-delà des apparences, eh bien, il peut y avoir des choses qui ne sont pas conformes à la légalité. Donc, vous me montrez votre carte, vous me montrez un document qui, soi-disant, vous permet de rentrer chez moi avec la force publique et de saisir des biens chez moi. Montrez-moi la loi, le texte qui vous donne un statut d'huissier. Ne m'en voulez pas si je vous dis, vous n'êtes pas huissier de justice, ce n'est pas d'une rigolade. Je suis simplement un citoyen qui a le texte de Légifrance en main, regardez. Ce texte, c'est l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prétend créer un statut des huissiers sous la promulgation du gouvernement provisoire de la République française. Regardez le texte que nous fournissons à l'écran, qui est l'extrait des traités de droit des professeurs de l'université, de plusieurs professeurs, qui disent que ce gouvernement provisoire est un gouvernement de fait. Alors, mon cher maître, monsieur, vous qui prétendez être huissier de justice, je vous demande avec la plus grande des courtoisies de bien regarder ces documents, et je vous dis que même si le temps va passer pour que nous ayons raison, la loi, la jurisprudence devront obligatoirement nous donner raison, même si ça prend du temps, parce que ce gouvernement provisoire n'avait pas le droit de promulguer cette ordonnance. Puisqu'il n'avait pas le droit de promulguer cette ordonnance n'a aucun effet. Elle est nulle et non avenue. Et donc, il n'y a pas de statut des huissiers. Et puisqu'il n'y a pas de statut des huissiers, vous ne pouvez pas faire ce qui est marqué dans ce statut des huissiers du 2 novembre 1945 du comité des fêtes, rebaptisé gouvernement provisoire. Puisque dans l'article qu'on voit de ce statut, on nous dit les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement. Non, puisque cette phrase sur laquelle vous vous appuyez pour vouloir rentrer chez moi avec la force publique, pour vouloir faire enlever mes meubles, cette phrase n'existe pas, elle est nulle et non avenue, puisque, je le répète, vous avez le texte de Légifrance, ça c'est la loi, et je vous donne les traités de droit qui démontrent que ceux qui ont promulgué ce texte qui est sur Légifrance n'en avaient pas le droit. Je vous rappelle, mon cher maître, monsieur, madame, ou tout simplement cher citoyen, je vous rappelle que dans les sources du droit, puisque nous sommes ici dans un conflit de droit, dans les sources du droit, il y a la loi, il y a les travaux préparatoires de la loi qui sont faits au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, Chambre des députés. Il y a la jurisprudence française et internationale, ne l'oublions pas, mais il y a aussi la doctrine. La doctrine, ce sont les gens qui écrivent dans les revues juridiques, qui sont par définition des juristes reconnus, des professeurs agrégés de droit, des avocats à la Cour de cassation ou des juristes internationaux qui ont une réputation bien établie. Et cette doctrine, c'est donc non seulement les revues juridiques, mais aussi les professeurs agrégés de droit ou les maîtres de conférences qui sont là pour nous dire le droit. Donc d'un côté, puisque vous ne pouvez pas me fournir le texte dans l'immédiat, parce que vous attendiez pas, mon cher maître ou monsieur ou madame, ou cher citoyen, vous ne vous attendiez pas à ce que je vous reçoive en disant votre statut est illégal. Je comprends que vous n'avez pas le texte sous les yeux, donc je vous le fournis, moi, le texte de Légifrance, que vous voyez ici sur l'écran, dont vous pouvez prendre les références, et je vous fournis la doctrine qui équivaut quand même à la jurisprudence, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, sur cela, puisque la question n'a jamais été posée encore. C'est un scoop que nous faisons aujourd'hui avec Lorelai. Donc, nous fournissons les textes et nous fournissons l'explication qui peut être soit la jurisprudence, soit la doctrine, soit les travaux préparatoires. Et voilà ce que dit la doctrine. Le gouvernement provisoire, qui est celui qui a prétendu promulguer ce texte que je vous montre, à partir duquel vous voulez rentrer en force chez moi, eh bien, ils disent que il est promulgué par un gouvernement de fait. Alors, je crois que ça devrait s'arrêter ainsi. Je voulais dire, là, on est en train de faire une démonstration de droit. Je comprends parfaitement cette démonstration. Mais dans la pratique, est-ce que on peut vraiment envisager de le faire quand l'huissier est à la porte? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Ou est-ce que, au contraire, on risque de se mettre les forces de l'ordre? Mais c'est qui ce petit rigolo? Il est en train de se moquer. Je vois mal comment est-ce que dans la vie au quotidien, ça pourrait servir.
même si je comprends la démonstration. Non-consentement oblige, c'est la guerre. Des petits papiers, on n'est pas leurs esclaves. Celui qui sait n'est pas comparable à celui qui ne sait pas, et celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Et celui qui ne sait pas énoncer ses droits n'en a point. Il faut bien intégrer dans son cerveau que nos droits sont leurs obligations. Dans cet état de droit qu'ils nous ont vendu tout en haut de la hiérarchie des normes, il y a l'article 2 de la DDHE de 1789. Il y a un droit inviolable, non soumis à condition, qui s'appelle le droit de propriété. Faut pas les craindre, Allah est avec les justes et les véridiques et arrivera que ce que Allah veut. Et il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. On ne les craint pas, leur décret ne touche que cette présente vie. On a le mental de mal dominant alpha. On planque sa peur et on reste droit dans sa démonstration juridique. Moi, je procéderai de cette façon. Ne pas consentir à se faire violer son droit de propriété. Ne pas consentir à faire des affaires avec l'entreprise Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, sirène 157 000 019. Ou alors l'entreprise Direction Générale de la Police Nationale, sirène 120 015 011. Je leur expliquerai que je ne consens pas à reconnaître ma personnalité juridique en vertu de mon droit inviolable de l'article 6 de la DUDH, situé tout en haut de la hiérarchie des normes qui stipule que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique ou pas. Et donc, un droit s'utilise ou pas. Et là, je consens pas à la reconnaissance de ma personnalité juridique. En revanche, moi, je veux voir leur personnalité juridique. Je réclamerai la carte de l'huissier et je pousserai le concept un petit peu plus loin et je réclamerai leur personnalité juridique. Et puis, pour les achever, avec cette bombe que Philippe m'a donnée, je procéderai à sa démonstration juridique sur le statut illégal de l'huissier de justice que j'aurai apprise par cœur. Et pour bien les enterrer, goudronner, plaque tombale installée, j'enchaîne sur la démonstration juridique. Pas de roi, pas de loi. En vertu de l'article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Donc, quelle est la loi promulguée par le roi qui m'oblige à violer mon droit de propriété? Mon droit, inviolable, inaliénable et imprescriptible. Qui plus est, vous n'avez aucun statut légal. Mais avant que l'huissier se pointe chez moi, je lui aurais fait une bonne guerre des petits papiers avec des bonnes questions sous condition de réponse. Sans quoi, c'est un accord tacite irrévocable sans possibilité de recours ni indemnisation. Voilà, ma stratégie à moi. Si je dois subir cette épreuve, c'est cette stratégie qui me viendrait à l'esprit. Voilà, non mais c'est vrai. Mais comme le disait notre intervenant il y a quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Mais c'est pourquoi je parlais de la situation de force et de justice. Alors, Clémenceau disait à la longue... non, c'est pas Clémenceau, c'est Bonaparte, qui s'était quand même permis de faire beaucoup de choses avec beaucoup de violence, n'est-ce pas? Bonaparte disait à la fin de sa vie, écoutez bien cette phrase, à la longue, mais c'est pas amusant de dire à la longue, hein, à la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Dans la situation qu'il y a, le rapport de force ne nous est pas favorable. Donc, aller en force sur tout cela, c'est dangereux. Donc ça veut dire que le droit, c'est long. Et alors, c'est un peu comme l'espérance. C'est une amie avocate qui me disait, l'espérance, c'est une petite fille, mais qui boite, qui met beaucoup de temps pour arriver. Et à partir du moment où c'est long, ça décourage les gens. Mais pour moi, la question, alors on revient sur le débat de tout à l'heure, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dirais que c'est pas le sujet du jour pour moi. Moi, je suis juriste et je dis le droit. Moi, j'ai un ami qui m'a mis comme juriste consulte, bon, je veux dire par là, dans une revue. Le juriste, il dit le droit. Après, c'est une autre question. Mais le droit, il nous dit quoi? Et j'attends la démonstration adverse. Le droit, il nous dit que le statut des huissiers de justice qui vient d'une ordonnance du 2 novembre 1945, eh bien, est totalement illégal. Comme démontre le contraire. En tous les cas, c'est illégal. Qu'est-ce qu'il faut faire? That is another question, bis repetita placent. Non-consentement oblige, c'est la guerre. Parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.